Bonjour à toi cher spectateur qui aime militer, qui aime donner ton avis même quand tu reçois un prix, qui aime mettre en avant ses idéaux. Et parlons aujourd'hui de Anatomie d'une chute, le long métrage de Justine Triet qui a eu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Et alors l'histoire c'est celle de Sandra et de Samuel, un couple qui semble pas aller hyper bien avec leur fils Daniel. Et du jour au lendemain en fait leur vie va basculer lorsque Samuel va chuter du haut de leur maison, va décéder. Et à partir de là va se lancer une enquête qui a l'air tout doucement de pointer du doigt le fait que potentiellement Sandra ait aidé à la mort de Samuel. Mais ça, seul le film et seule sa fin saura vous le dire. Et pour en parler avec moi, notre petite chronique annuelle en fait j'ai envie de dire. Oui. L'année dernière on avait tenté de prédire une palme d'or, c'était foireux. Ouais, ça a été un échec. Ça a Cette été fois, un énorme échec. On fait plus simple, on Et prédit pas. voilà, cette fois on prédit pas, je t'embarque directement pour la palme d'or. Comment vas-tu Margot? Bah écoute, ça va très bien. Je pense qu'effectivement, ce film, il me semble qu'il a été primé. On va en parler peut-être un Oui, petit peu. un tout Ouais, petit ouais, peu ouais, primé, un tout petit petit peu. peu, un tout petit peu. Non, pour replacer un contexte, en fait, alors moi personnellement de mon côté, Justine Triet, c'est une réalisatrice que je trouve intéressante, mais qui a un style très particulier. On va dire qu'en tant que réalisatrice et scénariste seule, les travaux qu'elle a fait juste avant, donc qui sont Victoria et Sibylle, en plus d'un autre long métrage qui était beaucoup plus vieux, qui datait du début des années 2000. C'est un travail qui est très minimaliste, souvent très ambivalent, jouant à la fois entre comédie, drame, thriller. Elle aime bien mêler un petit peu les tons et les genres. Et parfois ça marche, parfois c'est pas toujours très réussi. Mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que Justine Triet, elle a une place très importante au sein de la production audiovisuelle française actuelle. Et elle va en avoir une encore plus importante, puisque donc elle est repartie avec la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute, qui était prédestiné à avoir la Palme d'Or, hein, parce que je crois qu'à partir du moment où il a commencé à être diffusé à Cannes dans des projets presse ou dans des projets publics, tout le monde ressortait en disant il va avoir la Palme d'Or, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est un grand film. Enfin voilà, il y avait une espèce d'engouement général qui voulait que le film ait potentiellement instantanément la Palme d'Or. Il s'est avéré que le jury présidé par Ruben Östlund lui a donné la Palme d'Or, ce qui semblait plutôt cohérent. Justine Triet en a profité pour pousser une bonne gueulante qui était pas piqué des hannetons et plutôt logique par rapport à l'époque et qui a fait polémique à l'époque. Polémique que je trouve un peu inutile parce que ce qu'elle a dit dans la majorité est vrai et qu'elle a peut-être raison de se servir d'une telle scène en fait pour parler un petit peu de politique. Parce que son film est pas si politique que ça, même s'il véhicule des éléments qu'on va évoquer dans cette vidéo qui sont tout de même très reliés à notre société. Mais bref, contexte placé, je me tourne vers toi Margot, qu'as-tu pensé d'Anatomie d'une chute? Eh bien écoute, déjà j'étais très contente que tu me proposes de regarder ce film. Justine Triet, moi j'avais pas regardé ce qu'elle avait fait précédemment. Par contre, je l'ai connue effectivement, je dois admettre par son discours à Cannes, où tout de suite elle est rentrée un peu dans le dur sur la réforme des retraites, puis en enchaînant sur la question de la casse de l'exception culturelle, l'exception française. Donc c'était quelqu'un qui m'intriguait beaucoup, et le pitch du film me plaisait parce qu'il y avait cette idée de parler vraiment de l'intimité au travers d'un procès. J'aime bien le côté film de procès, je trouve que c'est très intéressant de montrer un tribunal, montrer ce qui se passe. Et j'ai vraiment pas été déçue, j'ai vraiment adoré le film. Je trouve qu'il raconte énormément de choses, qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer. Tu dis que c'est un film qui est peut-être un peu moins politique que ce qu'elle a pu dire à Cannes, mais en fait, il y a des questions d'intime, même du rapport à la justice, aux médias, qui en fait, du coup, deviennent très politiques dans la façon dont c'est mis en scène, dont c'est raconté. Et je trouve que le film est assez passionnant sur ces sujets-là. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi. Non, comme j'ai dit, moi j'avais un relationnel un peu particulier avec Justine Triet, donc même si j'avais très envie de voir Anatomie d'une chute, je restais tout de même un peu sceptique en me disant ah, ça se trouve, ça va peut-être ressembler à ses précédents métrages, donc je vais pas plus aimer que ça. Comme toi, j'ai vraiment adoré Anatomie d'une chute, je trouve que c'est un film qui est brillant. Le seul petit défaut, si je devais en pointer un, c'est peut-être que c'est un poil long, 2h30, c'est extrêmement dense, mais en même temps, plus j'y ai réfléchi et plus je me dis qu'il y a rien à retirer de ce film. Ouais. Parce qu'il y a une espèce de sensation d'énormes morceaux en fait de cinéma très cohérent et très fluide dans son déroulé et dans sa logique qui fait qu'on est complètement embarqué dedans. Ouais. Et au-delà d'être complètement embarqué dedans, il y a un vrai jeu de mystère, d'ambiguïté, d'ambivalence, de constant poids dramatique par rapport à la condition des personnages et par rapport surtout à la résolution de ce procès tout simplement. Et c'est dans tout ça finalement qu'on trouve une vraie intensité cinématographique et émotionnelle
qui donne un poids à tout ce qui se passe devant nous. Et comme Oui. tu l'as dit, on va avoir l'occasion de l'évoquer, mais le film regorge de possibilités d'interprétation, de compréhension, de regard, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit humain, que ce soit familial aussi. Ça peut sembler bête, mais vu que c'est une famille, on parle forcément de la destruction d'une famille au travers de cette mort. Mais tout ça, en fait, est particulièrement passionnant et donne vraiment une sensation d'énormes morceaux de cinéma dont on ressort pas indifférent, clairement. Oui. Et dans le traitement, c'est toujours très nuancé et on se retrouve jamais dans une position de juge, je trouve. Et c'est ça qui est intéressant, Plus c'est de que jurés, en fait. oui, c'est ça, mais on n'est jamais dans le jugement sur les personnages, Non. par exemple. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous sont montrées. Il y a vraiment cette idée de l'intime qui est mis un peu sur la place publique, qui est mis en scène, etc. Où on va avoir plein de personnages extérieurs qui vont essayer de décortiquer ce que veut dire chaque instant, chaque mot, chaque scène un peu caractéristique qui aurait pu mener à la fin de cet homme. Mais, euh, mais voilà, jamais. Voilà, c'est très dans la nuance, on comprend les personnages, on comprend leur fonctionnement, et, euh, et c'est très beau, c'est très bien montré. En fait, c'est un très très beau film, je trouve. C'est ça. C'est très subtil, il y a une espèce de douceur et de violence en même temps qui se mélangent, que je trouve vraiment génial. Pour C'est le un coup. film très sensible en fait. Ouais. Mais ça a toujours été le moteur entre guillemets du cinéma de Justine Triet. Elle est très sensible. Ça se ressent, bon déjà ça se ressent dans son discours, comme on a pu l'évoquer, mais il y avait une vraie sensibilité qui se dégageait aussi des propos et une vraie envie de vouloir parler de quelque chose qu'il a travaillé. Et au-delà de ça, dans son travail cinématographique, que ce soit Sibylle, que ce soit Victoria, il y a une idée de être constamment dans l'approche très intime des personnages. Ouais. Ce qui donne parfois des films à gros défauts, comme Sibylle, je trouve, ou des films plus intéressants comme Victoria. Mais où ici, comme tu le dis, on atteint un espèce de paroxysme de logique, justement, de sensibilité, qui fait que on s'attache à ces personnages, peu importe ce qui se passe, en fait. Exactement, ouais. Et l'issue en fait du procès est plus le sujet du film. Non. Très vite, on comprend que peu importe l'issue, c'est pas ça que raconte le long métrage. C'est vraiment pas le point qui est montré. C'est beaucoup plus des questions de relations familiales et de questions de justice aussi. Ouais. La représentation du tribunal a vraiment beaucoup de place aussi dans le film. Toutes ces scènes de monologues des avocats, de l'avocat général, de l'avocat de la défense, c'est des grandes, grandes scènes qui montrent l'intérieur d'un tribunal. C'est très intéressant. Complètement. Je te propose qu'on plonge dans l'écriture du film. Donc le scénario est écrit par Justine Triet et Arthur Ahari. Arthur Ahari qui avait réalisé il y a 2 ans Onoda et qui participe régulièrement à l'écriture de pas mal de scripts et qu'on va retrouver prochainement en tant qu'acteur dans le procès Goldman. L'écriture en fait c'est là pour moi qu'on tient vraiment le point fort en fait du film. Parce que Justine Triet avait son écriture. Elle avait sa sensibilité comme on l'a évoqué qui pouvait être parfois un peu maladroite. Mais ici, vu qu'elle a Arthur Ahari qui l'accompagne, et qui lui a une manière de regarder le cinéma qui est très différente, qui est beaucoup plus, on va dire, dans la logique d'équilibre entre grandiose et simplicité. Et je trouve que ça se ressent ici totalement dans le film, notamment à partir du moment où le procès se lance. Je dirais que les 40 premières minutes où il y a la découverte du corps, la police qui arrive, l'avocat qui vient filer un coup de main à Sandra, et l'idée qu'elle va potentiellement être mise en détention provisoire pour l'accusation du meurtre de son mari, toute cette partie-là, c'est Justine Triet. C'est Justine Triet à 200%, il y a son style, il y a sa manière de regarder les personnages, de les placer, etc. Et à partir du moment où le procès se lance, c'est là que je trouve qu'on revient dans ce qui fait la force du cinéma d'Arthur Ahari. Cette logique de vouloir être crédible et en même temps juste d'amener le spectaculaire ou le grandiose qu'il peut y avoir dans une séquence de procès. Et du coup, ça se ressent, comme tu l'as évoqué, dans ces espèces de grands monologues justement des 2 avocats généraux qui sont complètement hallucinants de justesse et surtout de crédibilité, et en même temps très émotionnels. Très sensible, où justement on a presque envie à certains moments de leur cracher à la gueule et de leur dire mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de connard, d'où tu l'accuses de ça, t'es un gros chien, dégage. Mais c'est ça en fait je trouve qui fait la grande force de cette écriture, c'est cette dualité en fait de composition qui finalement trouve un très bon équilibre dans le fait d'être sensible tout en étant crédible. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses toi du coup. Oui, bah c'est intéressant je trouve parce que il y a ce point de départ qui est le mystère. Dès la représentation de la chute, c'est très mystérieux, on a du mal à saisir le contexte. Et toute l'intrigue s'élabore à partir de ce mystère qui est presque insoluble en fait. Et du coup, on va essayer de broder autour, de créer des récits, limite de jouer sur des fantasmes. C'est marrant comment les interventions des différentes personnes qui arrivent à la barre
montre un peu les biais qu'on peut avoir dans la lecture d'une affaire, alors qu'il y a très peu d'éléments finalement, il y a juste une chute, Tout à et fait. il y a un couple. Et à partir de Et là, un on va enfant au essayer milieu. de... Et un enfant au milieu, qui est très important aussi. Et on va essayer de mettre en récit ça, de créer une histoire. Et on voit aussi un peu les médias qui s'en saisissent, parce que c'est une femme qui a beaucoup de succès, qui est une grande écrivaine, qui a Et une lui qui est résonance un ancien médiatique. grand écrivain en plus. Oui, ou un écrivain un peu raté, quoi, un peu Mm. laissé sur le carreau, d'une certaine façon, un peu dans l'ombre de sa femme. Je trouve, enfin, il y a un petit peu de ça, quoi, s'il vit un peu dans l'ombre de son succès. Ah bah complètement, complètement. Et Et- ouais, et à partir de là, il y a des différentes versions des choses qui s'affrontent, et en fait, j'aime bien l'idée de conclusion un peu du film. Enfin, moi je l'ai interprété un peu comme ça, en tout cas, il y a peu de vérité dans l'absolu, quoi. En fait, si on rentre pas dans la tête du personnage de Sandra Hüller, on ne sait pas ce qui s'est passé, et personne ne peut le savoir, mais malgré tout, faut mettre ça en scène, faut essayer de chercher la vérité, Mm. faut essayer de comprendre. Ouais, je trouve que ça, dans l'écriture, c'est à la fois le principe euh, général de l'écriture du coup qui a dû être fait par Sandra Hüller est très fort, et en même temps vraiment dans la précision des dialogues, dans les mots qui sont utilisés. Moi j'ai trouvé ça génial, je trouvais ça Mm. brillant. Il y a des phrases que j'ai retenues, la justice n'est l'amie de personne, par exemple, comme ça, des phrases qui synthétisent un peu l'esprit du film, ouais, c'est très très bien écrit, je trouve. Mais c'est super fort en fait. Et comme tu disais, moi c'est dans l'aspect vraiment analytique qu'on pourra avoir sur l'écriture qui est très intéressant, c'est comme tu l'évoquais, le fait que chacun a un peu sa vérité par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est surtout justement le jeu autour du fait que le fantasme l'emportera toujours sur Ouais. la crédibilité en fait de ce qui a potentiellement pu avoir lieu. Et c'est très bien évoqué dans le film, notamment dans la partie du procès, mais également dans la première partie où justement il y a un mystère quasi constant que tu évoquais, mais où vraiment on sent que les persos sont pas naturels en fait. Mm. On est presque en train de se demander, c'est bizarre, pourquoi cet avocat dont elle était visiblement un copain se pointe d'un seul coup pour vouloir lui filer un coup de main. Pourquoi elle a pas l'air si impactée que ça par la mort de son mari? Pourquoi cet enfant, il a pas l'air d'être surpris en fait que son père soit mort? Il a l'air juste de se dire c'est un fait, c'est quelque chose qui a eu lieu. Et du coup tu te retrouves dans cette première partie à limite être en train de te prendre la tête en te disant mais qu'est-ce qui leur arrive à ces persos? Ouais. Et d'un seul coup, la grande intelligence, c'est de nous basculer au bout de 40 minutes, un an plus tard, directement dans le procès. De ne pas avoir toute la partie de chef d'accusation, passage devant les policiers, etc. Enfin, c'est pas ce qui l'intéresse. Et à partir du moment où on rentre dans le procès, tout l'objectif va être de montrer le point de vue d'une personne face à ce que les autres pensent. Mm. Et tu as évoqué de manière très intelligente la présence de la presse, qui là peut être vraiment vue d'un point de vue politique, parce que la presse, Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est l'élément indéniable de tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a la vérité et il y a le mensonge complètement dans la presse. Trouver un sens, trouver une affaire C'est ça. qui marche, trouver Trouver le petit une truc accroche en où, fait qui va faire qu'on va regarder l'affaire d'un côté sensationnel. C'est Ouais. toujours plus affriolant de se dire c'est une femme qui a tué son mari plutôt que de se dire bah, peut-être que le mec il est juste tombé parce que bah, il est pas doué et qu'il il savait pas comment faire ses travaux. Ouais. Et c'est ça qui est fort, c'est justement de qu'est-ce que les gens vont retenir. Est-ce que c'est la partie où vraiment on s'extasie devant oh c'est génial, elle a buté son mari, en plus elle avait écrit dans un bouquin. Ouais. Ou est-ce que c'est juste bah, c'est un mec qui réparait des trucs dans son toit et puis il se pétait la gueule parce qu'il écoutait la musique trop fort. Et elle est connue, et voilà, C'est c'est ça. ça l'histoire. Ouais, voilà. Mais c'est ça qui est génial, c'est comme tu dis, c'est cet équilibre dans ce qui pourrait être un petit peu trop et ce qui pourrait être pas assez, et justement de trouver le milieu où toutes ces thématiques qui peuvent partir dans tous les sens, et on peut partir aussi sur l'évocation du couple, le fait qu'on parle littéralement d'une femme et d'un homme qui ont tous les deux connu le succès, mais lui a pas réussi à avancer et a préféré déménager, et elle a réussi à trouver du succès et s'est retrouvée à imposer un déménagement qu'elle ne souhaitait pas, et du coup tu as tout ce questionnement autour de est-ce que ce couple finalement n'avait pas déjà un truc de brisé avant que lui ne meure, et tu peux te poser plein de questions. Puis tu peux rajouter en plus par-dessus le fait que le gamin a un handicap qui visiblement est un peu la faute d'un des deux parents. Enfin, tu te poses plein de questions et tu te dis constamment, est-ce qu'on est en train de regarder un procès ou est-ce qu'on est juste en train de regarder deux personnes qui s'aimaient et qui sont détruites l'une l'autre et qui n'arrivent pas à se reconstruire. Ouais, exactement. Et je trouve que le film se construit aussi un petit peu justement dans l'ombre de ce qu'on imagine être le crime passionnel stéréotypé, quoi. Complètement. Le crime d'amour avec beaucoup de violence. Alors les crimes passionnels, faut relativiser un peu cette notion parce que souvent il y a des violences qui sont
un peu plus parlante et un peu plus Et systémique. rappelons qu'à qu'on une pourrait le époque, croire. crime passionnel, c'était un moyen de se défendre dans un procès, hein, Oui, ce qui est... bon, Voilà. Mais oui. avec tous les guillemets qu'on peut mettre sur Mais d'ailleurs, il ce... l'utilise, je crois, à plusieurs reprises, Oui, crime passionnel. exactement. Et ça a Parce forcément que beaucoup plus d'impact, c'est ça. l'image a une valeur dans Mmh. l'imaginaire collectif, je C'est crois. ça. C'est très cinématographique finalement le crime passionnel. C'est plus Ah du oui, tout c'est quelque sûr. chose de concret aujourd'hui dans la société, c'est juste quelque chose de fantasmé quoi. C'est ça, c'est l'explosion de violence par amour, l'amour qui mènerait voilà, Ouais. à tuer, ou là le désamour plutôt en l'occurrence, parce qu'on comprend que le couple va mal depuis plusieurs années, bah, depuis le handicap de l'enfant globalement. C'est ça. Mais ce que je trouve intéressant du coup, c'est que du coup, le film montre vraiment... euh, il se dénote vraiment par rapport à ce récit qui existe, quoi. Il prend vraiment le contre-pied en disant bah non, regardez, là c'est une femme indépendante, c'est une femme forte qui sait ce qu'elle veut, mais qui du coup a un couple aussi qui dysfonctionne parce que les deux trouvent manifestement mal leur indépendance, et ils ont du mal à jauger entre Parce leurs que liens de couple et leurs envies ouais, c'est ça. personnelles. Ils arrivent pas à différencier le nous du jeu, Oui, tout oui, c'est simplement. ça. Ouais. Ce qui mène à un conflit qui est fou, des accusations qui sont quand même assez lourdes sur leur façon de mener leur vie, C'est ça. mais qui sont réelles en fait, et qui pour le coup sont plus parlantes dans une réalité. C'est plus ça ressemble à des logiques de couple que chacun peut se poser effectivement de c'est quoi la nature d'un couple, et ça veut dire quoi de ce que je suis en tant qu'individu, de mes envies, si j'ai envie d'écrire. Comment est-ce que je crée mon indépendance par rapport à une personne qui écrit aussi, mais Qui crée différemment. aussi, mais et qui a abandonné ça aussi. Ouais, ouais, Et c'est un film qui parle aussi ça, d'abandon. Mais d'abandon en tant que couple, en tant qu'humain, mais aussi d'abandon artistique. ouais. Et c'est très intelligent d'ailleurs quand une scénariste et un scénariste décident de parler aussi de la création de quelque chose et justement du conflit que ça peut évoquer derrière. C'est Oui. quelque chose qui peut sembler anecdotique, mais je veux dire, on a tous eu à un moment cette réflexion de se dire si jamais je crée quelque chose avec quelqu'un, est-ce que ça m'appartient plus qu'à lui ? Et c'est Ouais. ça aussi qui est évoqué. Puis en plus, encore une fois, on peut rajouter mais un paquet de thématiques autour du film, ce qui est hallucinant, ce qui démontre encore une fois que chacun va avoir son approche, sa manière de regarder ça, et c'est hallucinant. Mais le film parle aussi avec beaucoup de justesse de à quel point tu rejettes parfois la faute sur l'autre lorsque tu n'es pas capable de te confronter toi-même à tes propres problèmes. Oui, il y a cette question-là vraiment qui mène à cette espèce de scène centrale de violence. Et en même temps, c'est vrai que ça pose question parce que certes, chacun cherche son indépendance, mais chacun se sent aussi un peu éclipsé par l'autre. C'est ça. Tu cherches c'est à te pas démarquer facile. de l'autre tout en te projetant comme une entité propre de couple, mais Ouais. en disant dans le couple tu le fais pas assez ça. C'est ça. C'est le Tout grand en ayant paradoxe. voilà, exactement la part de charge mentale à assumer aussi avec un enfant, etc. C'est ça. Et d'ailleurs, on n'a pas encore beaucoup parlé du personnage de l'enfant, mais qui est très De intéressant Daniel, aussi, qui est très très intéressant. fort. Très Qui très fort. traverse le film comme C'est ça. ça, il est montré comme étant l'élément le plus, on pourrait dire, innocent finalement de tout ça, tout Ouais. en étant au centre même de cette crise de couple. Comme tu l'as dit, c'est vraiment l'accident qu'il y a eu avec cet enfant et qui l'a rendu aveugle, qui a fait un peu basculer ce couple et qui l'a rendu, on va pas dire horrible l'un envers l'autre, mais qui a fait en sorte qu'il a commencé sa petite destruction. Ouais. Et le cheminement qu'a Daniel tout du long du film est extrêmement bien fait, notamment sans spoiler ce dernier acte, ces 30 dernières minutes, qui sont d'un suspense absolument hallucinant de maîtrise, et où il est le centre. Oui. Il est au centre et il a des scènes qui sont déchirantes, qui amènent à une révélation finale qui est waouh, qui fait vraiment mal en plus. C'est ça, oui. Parce que lui, il est dans une situation où il est confronté au même mystère, en fait. Sauf que lui, l'incidence... Tu le dis, finalement, dans le tribunal, personne a, à part Sandra Hüller, personne a de si grosses incidences sur sa vie, à part Daniel. Qui vraiment, soit sa mère, à l'issue du procès, c'est une coupable, c'est une meurtrière. Et dans ce cas-là, elle a tué son père. Il perd sa mère en plus de son père. Ouais, exactement. Soit, bon, bah, il fait aussi sa vérité d'une certaine façon, il construit aussi le récit qui est supportable pour lui, ou... Enfin, il cherche aussi beaucoup sa place, quoi. Et puis, en même temps, il est spectateur de toute cette dissection de la vie de couple C'est ça. Que t'es pas censé voir quand t'es enfant. En termes de mise en scène, Justine Triet a un parti très radical sur ce film. C'est-à-dire que là où ses précédents métrages sont souvent
très fantasmagorique dans la mise en scène. Ils ont tendance à se servir de grands décors, un peu grandiloquents, de jouer avec des situations un peu loufoques autour des personnages. Là, c'est pas du tout le cas. Ça se ressent dès les premières minutes, mais elle a envie d'apporter une vraie crédibilité et une vraie intensité en fait à son film, et de jouer constamment sur des crescendo. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, mais tu vois, dès la scène d'introduction, cette scène où tu te poses plein de questions, où tu te demandes réellement dans quel contexte on est avec cette femme qui a l'air d'être en train de parler à une journaliste ou une étudiante, on sait pas trop au début, et une espèce de musique qui prend le pas au-dessus, et d'un seul coup tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Où je suis là? Je regarde quoi? C'est une femme, oui, qui parle à une autre femme, qui a l'air un petit peu de la dragouiller, et en même temps j'entends une musique derrière, et tu te poses plein de questions, et en fait, juste par le biais de cette séquence-là, elle cherche vraiment à te placer tout ce qu'il va y avoir tout au long du film, c'est-à-dire que tu vas te demander si l'interprétation de la situation, elle est tienne, ou si finalement il y a quelque chose de très concret derrière. Et c'est très fort, je trouve, parce que rien qu'avec cette scène d'intro, elle place tout de suite tout ce qui va faire la force en fait du récit. Et tout ce que tu évoquais déjà dans l'écriture, c'est-à-dire vraiment mystère et questionnement de spectateur. Et je trouve ça fort. Et en même temps, ça installe vraiment une ambiance, quoi. Directement, tu comprends qu'il y a un souci, tu comprends pas trop la nature, tu sens qu'elle est dérangée par la musique sans trop savoir d'où elle émane. Et puis tout de suite après, ça enchaîne, si je me trompe pas, sur... tu vois le petit garçon qui commence une promenade. Qui va se balader avec son chien. Oui, c'est ça. Et du coup, tu commences à comprendre. Ah, mais il a besoin du chien. Ah, il est aveugle. Tu comprends très progressivement. Ouais, parce qu'au début, tu pourrais ne pas le comprendre. En fait, tu te demandes juste, oh, il a l'air bizarre cet enfant. Et puis d'un seul coup, tu fais, ah oui, d'accord, ok, il est aveugle. Ah, d'accord. Et finalement, les événements s'enchaînent très vite ensuite, quoi. On arrive très très vite au cœur du récit. Parce qu'effectivement, il y a ce rythme très rapide, quoi. Oui, c'est ça. Bah, très rapide. Alors, je dirais que les 40 premières minutes sont assez lentes, finalement. Hein. La manière de poser la situation, d'amener le corps de Samuel, ensuite de construire l'arrivée de la police, etc. Cette partie-là est très lente. En fait, la partie où ça s'accélère, c'est vraiment au bout de 40 minutes, lorsqu'on bascule dans le procès. Et là, par contre, lorsqu'on est dans le procès, le film va vraiment à 200 à l'heure. L'objectif, c'est vraiment de brasser le plus d'informations possible, mais aussi de faire en sorte de créer le plus de questions dans la tête du spectateur pour que d'un seul coup, il soit bombardé et que, bah, comme on l'évoquait dans l'écriture, il se pose 10 000 questions par rapport à qu'est-ce qu'il doit retenir de ce procès. Et alors là, on peut tout de suite enchaîner sur la manière avec laquelle elle met en scène le procès. C'est hyper intelligent parce que ce ne sont quasiment que des plans fixes, très travaillés, très stylisés, très classe, qui mettent vraiment en avant les personnages, qui sont quasiment tous en contre-plongée, comme pour une espèce de sensation que Sandra est sur un piédestal. J'ai l'impression que constamment Sandra est mise quasiment seule dans le cadre. Elle est un peu sur le côté, comme ça. Un peu et puis elle est seule. Les quasi-totalité des cadres dans lesquels on la voit et où elle parle, elle est seule. On voit même pas un bout de juré sur le côté gauche, on voit même pas ses avocats devant elle. Elle est seule. Parce qu'elle doit défendre son point de vue et que personne à part elle ne peut défendre ce qui s'est passé à ce moment-là parce qu'elle était seule. Son fils était parti de la maison, donc il n'y a aucun témoin. Et donc, à partir de ce moment-là, tu te mets dans un point de vue de cinéaste, montre-la vraiment seule au monde, quoi. Oui, c'est ça. Et en parallèle, la scène, le tribunal est vraiment perçu, enfin vraiment montré comme quelque chose de très magistral, très théâtral, très... C'est ça. Oui, il se passe quelque chose qui est presque une pièce qui se met en scène devant nous. Exactement, c'est presque filmé un peu comme une pièce de théâtre, quoi. On voit les personnages qui rentrent, qui sortent à la barre, toute cette espèce d'agitation, quelques plans sur le public, mais assez peu finalement. C'est surtout on voit un peu les réactions du fils Daniel, mais sinon c'est vraiment ce qui se passe entre l'avocat général, l'avocat de la défense et quelques interventions de Sandra Hüller. C'est vraiment... c'est très dynamique aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un film que j'ai un peu envie de mettre en parallèle avec Saint-Omer, qui était sorti en fin d'année dernière, qui était également un film de procès, qui lui avait un parti pris, je dirais, beaucoup plus radical, dans le sens où l'objectif c'était vraiment de crédibiliser, mais à 200% le procès. On n'était même plus dans une idée théâtrale, on n'était même plus dans une idée du fantasme, entre guillemets, qu'on peut avoir d'un procès. C'était vraiment plan fixe, très long. Et genre quasiment des plans fixes de 10 minutes, quoi, dans Saint-Omer. Là, c'est pas vraiment ça, on est vraiment dans cet équilibre entre montrer un personnage qui prend vie, qui essaye de se défendre, et en même temps amener, comme tu disais, une certaine dynamique, une certaine rythmique, une certaine intensité, qui va se juxtaposer par justement le fait que chacun va se succéder les uns à la suite des autres, qu'on va avoir un médecin, puis un policier, puis un témoin, puis machin, puis un psychologue, etc. Et c'est ça en fait qui rend le truc fort, c'est que la juxtaposition en fait de tous ces points de vue amène un paquet, encore une fois, de questions autour de Sandra, qui fait qu'en tant que spectateur, on passe son temps à se dire « Ah mais en fait elle est complètement coupable, ah mais en fait elle est innocente ». En
en fait c'est pas si sûr que ça, peut-être que... Et du coup tu te poses plein de questions, et je trouve que le vrai point culminant, comme on l'a déjà évoqué, de cette scène de procès, c'est cet instant où une engueulade commence, on l'entend juste en audio, et d'un seul coup on la voit. Et ça débarque vraiment de nulle part, parce que faut vous dire que là on est dans le procès depuis une bonne heure, et on n'a pas eu un seul moment qui nous a fait sortir de ce cadre de procès. On n'a eu aucun moment où on a eu une espèce de respiration, un moment où les personnages allaient ailleurs. Non, non, on était vraiment dedans à 200%. Et d'un seul coup, là, une espèce de respiration, mais une respiration qui vient nous faire suffoquer, où on se retrouve complètement impacté par la violence en fait de cette dispute. Ouais. Et en plus de ça, la mise en scène change complètement. On a une mise en scène avec des plans fixes, très millimétrés, très cadrés, des panneaux, juste des éléments, des tout petits trucs. Et d'un seul coup, on a une caméra à l'épaule qui fait des zooms, des dézooms, qui se met au point de vue d'un personnage et puis qui ensuite rebondit sur un autre, puis va faire un plan large où on va voir les deux s'engueuler. Enfin, je trouve que Justine Triet a vraiment trouvé là, ici, dans ce film, le bon équilibre entre un style un peu fantasmé de ce qu'elle a envie de montrer, soit par exemple cette scène de violence de couple, et en même temps la crédibilité d'un procès où justement, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Oui, ouais. Ce lien dans la mise en scène entre... Je crois que ça arrive 2-3 fois dans le procès où d'un coup on va quitter la salle pour se plonger. Ça arrive peut-être un peu plus, j'ai un doute. Je crois qu'il y a, on se plonge pas tant de scènes que ça, c'est genre des scènes de repas où on rentre à la maison avec elle, où on va dans une chambre d'hôtel. C'est des tout petits trucs. Ça en fait pas trop, et en même temps on est toujours un petit peu dans le tribunal où on sent que le temps s'arrête pour écouter un audio par exemple, ou une pièce un peu à conviction comme ça, parce qu'il y a ce truc aussi qui est intéressant du fait que il y a tous ces enregistrements de la vie, se sont un peu documentés, quoi. Et d'un coup, oui, on se retrouve projeté dans des scènes, et tu sais même pas si c'est des scènes, la scène de dispute par exemple, ou une scène dans la voiture là, à la fin avec le père qui parle. On sait même pas à quel point ces scènes sont complètement réelles non plus. Ouais, c'est ça. Et d'un coup, ça va se couper, et tu te retrouves dans ton doute, quoi. Complètement. Et il y a un point aussi que j'ai pas assez abordé, mais on retrouve des aspects de comédie dans le travail de mise en scène de Justine Triet, parce que j'ai notamment une scène qui me revient en tête, la scène où ils analysent la chute. Où tu sais, ils font les deux interprétations. Oui. Soit il a chuté comme ça, et là dans ce cas-là on l'aurait poussé, soit il s'est juste pété la gueule. Et j'ai trouvé que dans cette scène, il y avait un ton un peu... Alors je dirais pas cynique, mais vraiment humour noir, Ouais. dans le sens où vraiment on a l'avocat général qui est en train de dire ouais bon, il est peut-être pas tombé comme ça, et l'autre qui lui fait d'après les possibilités scientifiques, si il serait tombé comme ça, et elle te fait une analyse et après il fait si il est tombé comme ça. Oui mais avec des si on peut refaire le monde, monsieur l'avocat général. Et je trouve que cette scène a vraiment un ton un peu décalé et comique, et ça permet aussi d'apporter un peu de légèreté, parce que sinon dites-vous qu'on est quand même sur l'histoire d'une personne qui a potentiellement tué son mari. Ouais. Et on passe son temps pendant quasi 2 heures de film à nous répéter que oui c'est arrivé, oui c'est arrivé, oui c'est arrivé. Donc avoir des petits moments de légèreté comme ça, je me dis que c'est plutôt bien senti de la part de la réalisatrice d'amener ça. Et il y a un dernier point que je voudrais aborder, qui pour moi emmène de manière globale, on va dire, la mise en scène. J'y ai pensé en y réfléchissant, mais j'ai presque l'impression qu'on est les yeux de Daniel, tout du long du film. Parce que Daniel étant aveugle, il n'a pas moyen de savoir de visu ce qui s'est réellement passé. Et j'ai eu cette sensation tout du long du film, par le biais de tout petits plans, de cadres ou de choses comme ça, qu'on était finalement les yeux de Daniel. Et il y a un plan qui m'a fait penser à ça instinctivement. C'est un plan où on est dans le public, pendant le procès, et où on regarde Sandra. C'est un plan où on voit 2 silhouettes devant, où on est vraiment très bas, quasi en contre-plongée maximum, et où ensuite le seul moment où on va basculer, c'est quand on va nous montrer Daniel. Et où là je me suis dit, en fait si, c'est ça. Notre rôle dans ce film, c'est d'être les yeux de Daniel à un moment où il ne peut pas avoir la possibilité de voir sa mère essayer de se défendre ou essayer de dire finalement ce qui lui est arrivé. Et donc on est le seul moyen finalement pour Daniel de se raccrocher à si je vois ma mère, je saurai instinctivement si elle est innocente ou si elle est coupable. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, j'y avais pas trop pensé, mais la place du handicap de Daniel, ouais, elle est assez intéressante parce que tu te demandes un peu aussi... il y a ce marqueur sur l'enfant du couple qui va mal aussi, puisque ça vient d'un accident, Daniel qui était sous la responsabilité du père, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aveugle aussi, aveugle presque face à la vérité, face à l'histoire, Est-ce que la justice est aveugle? Enfin, tu peux... Oh là là. Mais dis donc, tu seras en train d'interpréter le film, non? C'est un peu loin, mais il y a un peu de ça, quoi. Et du coup, le son prend une place d'autant plus importante, je trouve, dans le film. C'est ça. Au début, avec cette musique très forte, le piano qui revient avec une musique presque un peu cassée ou tâtonnante d'un enfant qui joue, qui revient, qui ponctue aussi un peu le film. Il y a une place de tout ce qui est sonore, des audios, etc.
et face à un enfant qui est malvoyant, ça prend aussi cette ampleur-là, je trouve. Ouais, et pour rebondir sur l'audio, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion, mais dans le film, dans les films de procès de manière générale, si vous faites attention, les séquences en audio, il y a souvent beaucoup d'écho, parce que le lieu incite à l'écho. J'ai pas trouvé justement que les séquences de procès, il y avait tant d'écho que ça dans la voix des gens. J'ai trouvé qu'au contraire, c'était très clair, très limpide, très cristallin. Et je me suis dit, c'est surprenant ce choix. Ah oui, Dans un procès, de ne pas avoir un écho immense pour nous rappeler qu'on est dans une salle de procès, mais au contraire de jouer sur un son presque étouffé, où on va très bien entendre les voix des personnages, je me suis dit quand même, il y a un parti pris aussi. Et c'est vrai que maintenant, avec ce que tu dis, avec le lien que tu fais avec Daniel, je me dis que le rapport au son est vraiment poussé à l'extrême en fait. Ouais, il y a peut-être un petit peu de ça, ça s'entend beaucoup quoi, comme film. Et ce besoin, cette idée de réalisme du procès est moins importante que ce qu'on entend, les informations qui sont vraiment... énoncé, etc. Et ouais, cette clarté du son, je pense que ça peut jouer aussi un peu de ça, quoi. C'est pas l'ambiance autour qui compte, il y a rien de ce qui est extérieur qui compte. Je trouve qu'il y a presque une ambiance de huis clos, en fait, tout au long du film, même si il y a la maison, le tribunal, etc. C'est très refermé, quoi. Et on peut imaginer que même dans le son, il y a ce côté petit comité, quoi. Presque comme si l'extérieur n'existait pas. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, on n'entend jamais les jurés parler une seule fois du procès. Ce qui est surprenant parce qu'on les entend toujours ou prendre des notes ou des choses comme ça. Là, pas du tout. La seule chose qui nous intéresse, c'est les avocats, Sandra et le point de vue de Daniel. C'est fort. Je te propose qu'on passe au casting. Avec des interprètes de fous furieux. Bon, Sandra Hüller qui était tout de même à l'affiche de 2 films qui ont reçu 2 prix au Festival de Cannes. Parce que après Zone of Interest qui a reçu le Grand Prix, donc là elle est à l'affiche de la Palme d'Or, donc Anatomie d'une chute. Sandra Hüller, c'est une immense actrice, personnellement, que je suis depuis quand même pas mal de temps, qui je trouve est très éclectique dans sa manière de jouer. Elle est capable de jouer énormément de choses, et ici je l'ai trouvé vraiment... je trouve qu'elle porte réellement le film sur ses épaules. Elle est hallucinante de justesse, et ça montre aussi que Justine Triet est capable de totalement laisser la place à une actrice pour porter un film et lui donner une teinte particulière. Parce que je trouve que dans son interprétation, dans sa voix, dans son rapport avec la protagoniste, elle a vraiment une belle manière de lui donner du relief. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ah oui, je suis d'accord, on a l'impression que c'est un personnage très, très complet. T'as l'impression que c'est elle, quoi. Je sais pas comment elle a vécu le fait qu'elles aient le même nom, le même prénom, etc. On en parlait un petit peu mais avant. Mais t'as l'impression qu'elle se joue elle-même, qu'elle s'est beaucoup investie dans le rôle, et je trouve son jeu incroyable, quoi. Ce personnage, autant dans les scènes du début avec la journaliste qu'au pendant le procès, elle est en plein contrôle d'elle-même, et du coup vraiment ça c'est lié à l'écriture aussi, mais pas tant dans la sensibilité, voilà, mais vraiment pleinement dans ce personnage d'écrivaine. Ouais, je la trouve vraiment super, effectivement, elle porte le film. Ouais. Ah oui, complètement. Tout comme Milo Machado-Graner, qui joue donc le personnage de Daniel, jeune acteur extrêmement talentueux, parce que Dieu sait que c'est extrêmement compliqué de jouer ce type de personnage, mais il est hallucinant de justesse, il est bon, il est intense, il est très attachant, on a vraiment envie de le voir aussi comprendre un petit peu toute cette situation qui l'entoure. Enfin, j'ai trouvé que lui, il apportait vraiment un petit quelque chose en plus aussi au film. Il renvoie, je trouve, une maturité et un contrôle qui est fou, et que je trouve toujours bluffant, qui doit être particulièrement difficile à jouer pour un enfant, quoi, pour un jeune garçon, de vraiment... On a l'impression que il porte la vérité de ce film, il est très très fort, je trouve. T'as presque du mal à y croire à ce petit garçon, enfin, il est très juste, mais en même temps... il semble presque surnaturel, il est presque un peu décalé, quoi, dans sa façon de saisir les choses qui se passent, et il renvoie beaucoup d'intelligence aussi. Complètement. Après, on a Swan Arlo qui joue donc Vincent, l'avocat de Sandra, qui est très très bon. On a Antoine Reinhardt, on a Samuel Théis qui joue donc Samuel, le mari, qu'on voit surtout par le biais de flashbacks et qu'on entend surtout, qui est très très bon. Samuel Théis étant déjà un très bon réalisateur, mais en tant qu'acteur, il est vraiment vraiment excellent ici. Dans les rôles plus tertiaires, on a Jenny Bett, on a Saadia Ben Tayeb, on a Camille Rutherford, on a Sophie Filière, malheureusement qui est décédée il y a peu de temps. Tout le casting en fait de manière globale est vraiment impressionnant, enfin je le trouve très très bon. Moi j'avoue que mon petit coup de cœur c'est quand même Antoine Reinhardt, qui est assez génial et assez détestable dans ce film. Il est assez insupportable. Ouais, non, mais déjà ils lui ont rasé le crâne, parce que Dieu sait que j'ai toujours vu Antoine Reinhardt avec des cheveux, donc là d'un seul coup, le voir le crâne rasé, je me suis déjà
poser la question, mais je trouve que déjà ce choix de le raser et de le rendre vraiment antipathique par le biais de ça, c'est vraiment très audacieux et je trouve que ça donne une teinte particulière à son jeu et je trouve que de manière globale, il porte vraiment une grande partie du procès sur ses épaules. Certes, il y a Sandra Hüller qui est en face, qui est très charismatique aussi, mais alors lui, pour le coup, je l'ai trouvé hallucinant du début à la fin. Il est vraiment, vraiment génial pour le coup. Je trouve que la complémentarité entre les deux acteurs, entre Swan Arlo et Antoine Reinhardt, sur la façon de jouer sur ces deux avocats, elle est assez bluffante parce qu'il y a Swan Arlo qui est un peu plus l'espèce de force tranquille, un peu plus posée. Lui, il serait plutôt en mode excusez-moi, ce que vous racontez, c'est des conneries quand même, c'est n'importe quoi. C'est ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Et Antoine Reinhardt, c'est plus. Mais si, tout à fait. Mais laissez-moi rire. Mais laissez-moi rire, enfin. Voyons, vous avez buté votre mari, ça se voit à 10 km. Il est très drôle, en fait, il a ce côté très teigneux. Oui, c'est ça. Jusqu'au bout, quoi. On dirait qu'il est vraiment sorti de New York. On dirait qu'il est sorti de New York Police Judiciaire, quoi. C'est vraiment le perso qui en fait un petit peu des caisses et qui serait vraiment en mode non, vous avez forcément tué votre mari, je le sais. Il y a toujours ce côté un peu cynique. Bien sûr, il a une espèce de, je sais pas, de nonchalance presque un peu. Tu pourrais dire qu'il est antipathique, hein. Il est clairement très antipathique, mais c'est le but du personnage, et là-dessus, c'est à saluer, il est vraiment, vraiment excellent dans le rôle. Ah ouais, il est tellement insupportable que oui, tu peux que dire qu'il est excellent. Ah oui, complètement. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens d'Anatomie d'une chute? Alors je vais te demander de répondre à deux questions. La première c'est qu'est-ce que tu retiens, et la deuxième c'est est-ce que c'est une Palme d'Or méritée? Alors, qu'est-ce que je retiens du film? Moi ce que je retiens c'est que c'est un film qui, quand on voit un peu le principe de disséquer une vie de couple et de voir ça à travers un procès, je trouve que c'est fait d'une façon extrêmement intelligente. Et ce que je retiens, c'est vraiment ce que ça dit d'une vérité nuancée, d'une réalité nuancée. Je trouve que ce film, il a une espèce de portée un peu philosophique sur... on cherche de la vérité, on cherche du sens, mais parfois, on l'a pas. Et c'est pas grave, parce que l'histoire, c'est aussi de se faire un peu... C'est ce qui est dit à un moment dans le film, c'est de se faire sa vérité et son système de cohérence, qui est bien sûr quand même en lien avec le réel, c'est mieux, mais qui permet aussi de vivre, de continuer, etc. Et je trouve que ce film est très très beau sur... j'ai rarement vu un film qui m'a aussi bien montré des liens intimes et des nuances que ça pouvait comporter. Donc voilà, moi c'est ce que je retiens du contexte très général du film, et c'est pour ça que je le trouve très beau. Et d'une certaine façon, c'est aussi pour ça que je pense qu'il mérite complètement sa Palme d'Or, c'est que je trouve que c'est des récits, c'est un récit en tout cas, que j'ai rarement vu, qui mérite d'être montré, qui est peut-être un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est une réalisatrice, il n'y a pas non plus énormément de réalisatrices qui ont gagné la Palme d'Or, je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main peut-être. Jane Campion, dernièrement Julia Ducournau. Ouais. Là, Justine Triet. En tout cas, ça doit être la deuxième française, peut-être. Alors, c'est la deuxième française, c'est sûr, et je me demande s'il n'y en a pas une quatrième. Je sais plus. Faudrait vérifier. En tout cas, il y en a peu. Je me demande si Jane Campion n'était pas la seule femme à avoir remporté une Palme d'Or. Je crois malheureusement que c'était le cas, à vérifier, mais je crois que c'était le cas. Ouais. Et je crois que Julia Ducournau, du coup, avait fait l'histoire en étant la deuxième. Et là, du coup, Justine Triet montre qu'il y a une vraie mouvance là-dessus. Et je trouve que ça montre aussi une forme. Je le dis en ayant vu moins de films que toi, etc. Mais je trouve que ça montre une nouvelle façon, peut-être, de voir des récits, de faire du cinéma. Et donc, en cela, oui, je trouve que c'est vraiment une Palme d'Or qui est très juste, très méritée. Et je trouve que le film est très très beau. Et je vais complètement te soutenir là-dessus. Encore une fois, le seul petit défaut que je peux reprocher, c'est peut-être au film d'être un poil long, mais encore une fois, c'est pas une longueur qui dérange trop en fait, c'est juste une longueur qu'on ressent et qui peut-être peut avoir un impact sur le visionnage. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui est fort, c'est un film qui est poignant, c'est un film qui est juste, c'est un film qui est équilibré, c'est un film qui parvient avec une grande justesse à filmer un procès, ce qui, encore une fois, est quelque chose de très compliqué. Tout le monde ne peut pas réussir à filmer correctement et justement un procès. Justine Triet le fait très très bien. Elle le fait avec une écriture qui a une myriade de possibilités d'interprétation et de regard sur l'humain, sur le couple, sur les parents, sur l'enfance, sur la tromperie, sur la vérité. C'est un film qui regorge de possibilités d'interprétation et de compréhension. C'est un film qui est très intelligent. C'est une Palme d'Or qui est plus que méritée selon moi parce qu'elle démontre, au-delà du fait que ça soit remis à une femme, qui a aussi une envie de porter un regard sur un sujet qui peut sembler classique. Parce que sur le papier, ce type de sujet, comme je te l'évoquais avant, c'est un sujet qu'on retrouve de manière très générale dans le cinéma, mais de
plein de manières possibles, j'en ai pas trop parlé, mais forcément, au vu des sujets qui sont évoqués, c'est un film qui fait référence à Basic Instinct, c'est un film qui fait référence à Kramer contre Kramer, c'est un film qui, par son titre, fait déjà référence à Anatomie d'un couple, c'est un film qui est bourré de références, mais qui toujours sait prendre le recul nécessaire pour se dire, je dois pas constamment les citer. Elles sont là, elles sont présentes, elles ont un impact sur le récit, elles ne sont pas mon récit. Et ça, c'est déjà une grande prouesse en tant que réalisatrice de réussir à digérer ces références et bien les retranscrire à l'écran. Mais ouais, au-delà de ça, Anatomie d'une chute de Justine Triet, c'est un immense film, c'est un très grand film qu'il faut voir en salle. Je pense que vous ne le regretterez pas une seule seconde. Ça mérite d'être vu en salle d'ailleurs, je pense. Niveau immersif, c'est très intense. C'est très intense. Ouais, le côté assez photographique, etc. En plus, et le choix du format, le choix aussi des couleurs qui sont très appuyées. Enfin, c'est vraiment un très très grand film. Ça va être un des grands temps forts, je pense, de cette année 2023 cinématographique. Merci, ma chère Margot, d'avoir participé à cette vidéo. Bien, merci à toi pour cette invitation. Et ben, on se dit à l'année prochaine. Ouais, pour notre prochaine critique annuelle. À l'année prochaine. Je ne sais pas ce que ça sera, mais comme d'habitude, on se reverra. On trouvera toujours un bon film. Oh oui, toujours. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. J'espère que tu es accroché parce que je sais pas si les gens seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo. On est à 40 minutes. Non, c'est vrai. On est à 40 minutes. On a trop de choses à dire, hein.